Bismillah. Adam observa le petit groupe qui venait d'envahir son bureau à 10 heures tapantes. Ce mercredi matin, les participants à la réunion s'étaient rangés en ordre de bataille. Anna May et Henry à sa droite, Sam et Héloïse à sa gauche. Une légère spirale de vapeur s'élevait d'un plat posé sur le bureau. Selon son habitude, Héloïse lui avait apporté une miche de ce qu'elle appelait son fameux pain de maïs. Fameux surtout pour provoquer la noyade de tout insensé qui aurait l'audace de nager après en avoir consommé. Cette mixture était un véritable étouffe chrétien, mais c'était la recette secrète de la mère d'Héloïse. Et bien que celle-ci ait une cuisinière pour lui préparer ses repas, elle considérait le pain de maïs comme sa chasse réservée. Il y avait des années qu'il s'était lancé le défi de ne plus jamais consommer la moindre bouchée de cette horreur, et il avait bien l'intention de ne pas transiger avec ses principes. Même si, ce matin, grâce à son nouveau statut de petit ami, sa femme, il se sentait chaleureusement disposé envers la terre entière. Tandis qu'ils attendaient tous qu'il prenne la parole, Anna May foudroya Sam du regard. Sa tante avait exigé qu'aucun avocat n'assiste à la réunion. Il avait accepté. Or, à la minute où Héloïse avait mis le pied dans l'immeuble, Sam avait trouvé une bonne raison pour venir lui rendre visite dans son bureau. Eh bien, lança Anna May, qui s'impatientait. Résumons-nous, déclara-t-il. Vous prétendez que si je nomme Henry au comité de direction de Carmichael Broadcasting, si je lui verse un bonus équivalent à une année de salaire et si j'accepte de débourser des dividendes réguliers aux actionnaires, en remontant sur les 3 dernières années, vous laisserez tomber la procédure cherchant à établir que mon père était irresponsable quand il a rédigé son testament. Au petit hochement de tête satisfait que lui adressait Sam, il était clair que celui-ci considérait l'offre de sa tante comme une aubaine. L'indice qu'elle redoutait de perdre au tribunal et était prête à négocier. Mais à quoi cela servirait-il si ces revendications somptuaires ruinaient l'équilibre financier de l'entreprise? Sa tante eut un brusque mouvement de tête qui la fit ressembler à un oiseau, un vautour plus exactement. Il chassa cette image peu charitable. Quelque part, enfouie dans les méandres du cerveau d'Anna May, devait se cacher la clé de son comportement. Mais qu'il soit damné s'il devinait ce que c'était. Il n'avait pas de temps à perdre avec ses bêtises et ne ressemblait en rien à Casey, qui pratiquait l'analyse psychologique avec délectation. Mais si pour une fois il essayait d'aborder la situation à la manière de sa douce épouse, qu'est-ce qui te pousse à imposer ces conditions en particulier demanda-t-il à Henri. Nous ne voulons pas nous montrer déraisonnables, Adam, commença son cousin en s'excusant, mais maman pense, nous pensons que c'est le moins que mérite Henri. Si l'on s'en réfère au testament original de ton père, le coupa Anna May avec aigreur, en leur brandissant sous le nez un épais document. Adam et Sam se regardèrent avant de le parcourir l'un après l'autre. Anna May avait produit son petit effet. Avant cette réunion, il n'avait jamais entendu parler de l'existence d'un testament antérieur, car l'avocat ne s'était jamais occupé des affaires privées de James. Dans ce document, James Carmichael divisait sans ambiguïté ses parts dans Carmichael Broadcasting à égalité entre Henry et Adam. Est-ce vraiment ce que tu désires insista Adam en se tournant vers son cousin qui, au contraire de lui, n'avait pas jusqu'à présent fait montre de la moindre passion pour la gestion de l'entreprise. Quels sont tes rêves reformula-t-il en utilisant le vocabulaire de Casey. Eh bien, balbutia Henry nerveusement, j'ai toujours souhaité. Je ne sais pas à quoi rime cette nouvelle tactique, Adam, mais elle ne te mènera à rien, tu peux me croire, contre-attaqua sa tante. Nous allons demander à la cour d'annuler ce testament. Ton père était en pleine confusion mentale quand il l'a signé. L'approche amicale étant un fiasco, Adam décida de reprendre un sentier plus balisé. Et le tribunal statuera que mon père était totalement sain d'esprit quand il l'a rédigé,
proclama-t-il, conscient de l'absurdité qu'il y avait à défendre un document que, de son côté, il projetait d'attaquer sous prétexte qu'on n'avait pas le droit de le forcer à se marier pour hériter. Il remarqua qu'Héloïse, perturbée, le regardait en se mordant les lèvres. Il aurait préféré qu'elle ne soit pas là pour pouvoir dire à Annamé qu'il se moquait de ses menaces et qu'elle n'avait qu'à aller jusqu'au bout. Il était sûr que sa tante l'avait précisément invité pour éviter de se faire envoyer sur les roses. Encore du chantage affectif. Les membres de sa famille étaient de vrais champions dans ce domaine. Même son père. Dès qu'Annamé avait révélé le contenu du Premier Testament, Héloïse avait tenté d'expliquer que, si James l'avait modifié depuis, c'est qu'il avait pris conscience de l'affection qu'il portait à son fils. Il aurait aimé le croire, mais il savait bien que son père s'était simplement rendu compte des efforts qu'il faisait pour maintenir l'entreprise à flot. Il avait par-dessus tout voulu donner à celle-ci une chance de perdurer. Si seulement son père s'était abstenu de lui demander de veiller sur Héloïse, il aurait pu passer outre les sentiments de sa belle-mère sans se soucier qu'elle ait le cœur brisé de l'entendre qualifier son mari adoré de fou sur la place publique. Mais bon sang, il n'allait pas pour autant s'avouer vaincu. Qu'est-ce que tu en penses demanda-t-il à Héloïse. Je ne cède jamais au chantage, mon chéri, et tu devrais suivre mon exemple, répondit-elle, l'air déterminé. Après avoir jeté un regard blasé sur Annamé. Quoi? Il a fait que ça éberluer, tandis qu'elle hochait la tête. Vous avez entendu ce qu'a dit Héloïse, dit-il à son cousin et à sa mère. Sans se laisser le moins du monde désarçonner, Annamé se leva, aussitôt imité par son fils. Alors nous nous retrouverons au tribunal, lança-t-elle en quittant la pièce. Quelques minutes plus tard, Héloïse s'en alla aussi. Quelle femme courageuse, murmura Sam, qui l'avait regardé partir avec désespoir. Pour une fois, Adam ne pouvait pas le contredire. Emportez donc ça, dit-il à l'avocat en poussant vers lui le plat encore tiède. Vous n'y pensez pas, c'est pour vous qu'elle l'a fait, protesta Sam, qui couvait des yeux le pain de maïs. Prenez-le, insista-t-il. Quelles sont les chances d'Annamé d'obtenir gain de cause avec cet argument d'irresponsabilité, d'après vous? L'avocat tira le plat à lui avec convoitise. Pour moi, moins de 50%. Quoi? Ne me dites pas qu'elle pourrait gagner sur la base de 2 ou 3 remarques stupides que j'aurais faites il y a des années. Je pense qu'elle va essayer de monter en épingle le fait que votre père n'a rien vu des malversations de son expert comptable, répliqua l'avocat, et soulignait que c'était une preuve de son incapacité. Adam se frotta les tempes, accablé. Cette nouvelle attaque risquait d'ajouter au bouleversement d'Héloïse. Et votre mariage? Reprit Sam avec la plus grande prudence. Eh bien quoi, mon mariage? Ça se passe bien. C'est à vous de me le dire. C'est vous qui vous occupez de l'annulation. Je voulais dire, est-ce que vous vous entendez aussi bien que vous en avez l'air? Mal à l'aise, Adam se tortilla dans son fauteuil. Si s'embrasser au moindre contact, mourir d'envie de presser les lèvres de sa femme sur les siennes et être fasciné par chaque mouvement de ses jambes ou de ses hanches signifiait qu'il s'entendait bien avec elle, alors Sam tapait dans le mille, sans compter que leur décision de sortir ensemble devait sûrement abonder dans ce sens. Je me disais, reprit l'avocat, que quand nous aurions réduit en pièces ces allégations de démence, la façon la plus simple de régler le problème que nous posent Annamé et Henri serait de leur couper l'herbe sous le pied en laissant tomber vos attaques contre les termes du testament. Comment ça? Demanda-t-il, circonspect, en faisant de votre mariage une réalité. Vous plaisantez, s'exclama-t-il en laissant tomber son stylo de surprise. Ici je vous parle en ami, Adam, et non en avocat, lui dit Sam, qui n'avait jamais eu l'air aussi sérieux. Sur un plan strictement juridique, je pense que nous aurions gain de cause au tribunal et que nous réussirions probablement à faire effacer cette clause du testament de votre père. Mais ce serait beaucoup plus simple de... Il se trouve que vous êtes réellement mariés, reprit-il, et que, tant que le testament est ce qu'il est, il vous est indispensable de le rester pour hériter. Tout ça présente une certaine cohérence. Une certaine démence, vous voulez dire, rétorqua Adam, qui grimaça au souvenir de la promesse qu'il s'était faite.
de ne plus jamais utiliser à la légère les mots démence ou folie. Réfléchissez-y, lui conseilla Sam, s'il existe un moyen que vous et Kézé puissiez établir. Impossible, répliqua brusquement Adam, soucieux de s'arracher cette idée de la tête avant qu'elle y prenne racine. À part leur mutuelle exaspération devant les pressions de leur famille, ils se trouvaient à des années-lumière l'un de l'autre sur la plupart des sujets importants. Et d'ailleurs, il avait fréquenté des dizaines de femmes sans que cela déclenche en lui la moindre velléité de les épouser. De toute façon, même s'il voulait que ce mariage soit durable, ce qui n'était pas du tout le cas, il existait un obstacle majeur. Kézé cherchait un mari qui soit en adoration devant elle. Excusez-moi, qu'est-ce que vous disiez sauta-t-il en réalisant que Sam lui parlait toujours. Je me demandais comment se sentait Héloïse depuis la crise de l'autre dimanche au Peabody. Ce matin, elle m'a paru nerveuse. J'ai l'impression qu'elle m'a pardonné, répondit-il. Elle avait suivi le conseil de Kézé et téléphoné à sa belle-mère le soir même pour s'excuser. On sentait bien qu'elle était encore blessée, mais elle s'était montrée reconnaissante qu'il l'ait appelée, et au moment où il allait raccrocher, elle avait d'un cœur léger recommencé à se mêler de sa vie privée. Ce qui d'ordinaire lui tapait sur les nerfs, cette fois, il avait accueilli cette intrusion avec soulagement, car cela indiquait qu'Héloïse lui pardonnait son manque de tact. C'est une femme formidable, continua l'avocat, brodant sur un thème dont il ne se lassait jamais. C'est sûr qu'elle est très loyale envers la mémoire de mon père, répliqua cruellement Adam, après avoir émis un vague grognement d'approbation. Ce n'était pas son rôle de décourager Sam, mais il fallait qu'il arrête d'espérer fixer le cœur d'Héloïse, cela ne le mènerait nulle part. Mais l'avocat était soit irrécupérable, soit trop perdu dans ses pensées pour capter le message. Il faut que je file, déclara-t-il en se levant. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, Adam. Essayez de trouver un moyen de garder Kézé auprès de vous. Adam resta perplexe. Elle regardait la porte par laquelle Sam avait disparu, puis il sauta sur le téléphone sous le coup d'une impulsion subite. Quand la veille au soir, il avait proposé à Kézé de sortir avec elle, il n'avait projeté que de l'inviter à dîner le samedi suivant. Jour de sortie de la gouvernante, et où il fallait bien qu'il mange tout de même. Avant le petit discours de Sam sur l'intérêt pour lui de rester marié, il ne lui serait jamais venu à l'idée de l'inviter à déjeuner au Débeauté. Au fond, peu importait, quitte à sortir avec elle, que ce soit juste pour le plaisir ou pour faire tenir leur mariage, autant commencer tout de suite. Le téléphone sonna à 11 heures pile, interrompant Kézé dans la rédaction de la fin d'un chapitre. Venez donc me rejoindre au bureau pour déjeuner, lui ordonna Adam d'une voix profonde et sexy, sans se soucier de savoir si elle en avait le temps ou même l'envie. Aujourd'hui, quand on sort ensemble, c'est le genre de choses qu'on fait, non? Elle n'en savait rien, car elle n'en avait pas eu l'expérience avec Joe. S'inviter spontanément à déjeuner ne correspondait pas du tout au type de relation qu'il entretenait. Je vous attends, à midi, reprit-il. Vous ai-je déjà mentionné mon goût pour les hommes d'avant-garde, ceux qui demandent par exemple à une femme ce dont elle a envie? Ce serait idiot, rétorqua Adam, parce que vous pourriez me suggérer un truc que je n'ai pas envie de faire, et je serais forcé de refuser. Soyez à l'heure. Et le grossier personnage raccrocha. Ils étaient installés au bord de la rivière, dans un coin écarté du parc Ashburn, Kupak, offrant une vue spectaculaire sur la ville qui s'étalait jusqu'à l'horizon. Je suis étonné que vous ayez pensé à venir ici, dit Kézé en souriant. Je suis peut-être un homme prosaïque, mais je ne suis pas totalement dépourvu d'imagination, répliqua Adam en hésitant visiblement à lui rendre son sourire. Elle croisa les jambes, s'attirant comme elle s'y attendait les regards de son mari. C'était d'ailleurs dans ce seul but qu'elle s'était décidée à enfiler cette courte jupe de lin vert tendre, assortie d'un t-shirt de coton blanc sans manches, après avoir passé une demi-heure à essayer et à rejeter différentes tenues. C'est l'endroit idéal pour un pique-nique, commenta-t-elle. Parfait, c'est le mot, acquiesça Adam, les yeux toujours rivés sur ses jambes. C'était incroyable de voir comment son mari s'était jeté à corps perdu dans cette histoire de rendez-vous amoureux. À peine 12 heures après qu'elle eut accepté sa proposition, le voilà qui sortait un pique-nique complet de son chapeau,
ou de celui de sa secrétaire, et qu'il la conduisait dans ce parc après avoir insisté pour qu'elle laisse sa voiture au bureau. Adam jeta un bout de pain à un canard qui passait par là et se resservit de salade de pommes de terre. Il aurait pu facilement s'habituer à cette vie. La nourriture du traiteur était délicieuse, la bouteille de vin glacé très relaxante, et quant à la compagnie, s'il ne devait garder qu'une chose de ce mois passé avec Kézé, ce serait d'avoir retrouvé le plaisir des choses simples, comme les pique-niques, les couchers de soleil, la conversation. Durant le déjeuner, ils avaient discuté de tout et de rien. Depuis la dernière saga familiale débutant prochainement sur Channel 8, jusqu'au problème que Kézé rencontrait pour dénouer l'intrigue de son roman. En passant par un jeu consistant à nommer le plus grand nombre de villes de l'État du Mississippi, jeu qu'il avait apparemment gagné. Fixant la salade de pommes de terre dans son assiette, il se rendit compte qu'il était repu. Il faut dire qu'il avait déjà pris son dessert, une délicieuse part de tarte au citron vert. Se resservir de salade n'était, comme Kézé l'aurait décrété avec sa psychanalyse de bazar, qu'une manœuvre de substitution. Il glissa un regard en coin sur la jeune femme qui, allongée sur une couverture, les yeux clos, s'exposait au soleil, les mains derrière la nuque. Cette position mettait en valeur sa poitrine sous le fin coton blanc et raccourcissait encore sa jupe. Ses cheveux dorés s'étalaient sur la couverture et ses lèvres esquissaient un léger sourire. Comme si elle était soudain consciente de cet examen attentif, elle s'humecta les lèvres. Elle retourna vivement à son assiette, saisie en flagrant délit de substitution. Il compensait l'envie des lèvres de sa femme par une salade de pommes de terre. Essayez de trouver un moyen de garder Kézé auprès de vous, avait dit Sam. La meilleure façon d'y arriver n'était-elle pas de faire passer leur relation au cran supérieur? Bon sang, le sexe, il ne pensait plus qu'à cela. Ce n'est pas que l'idée ne l'ait jamais effleuré, mais avant que l'avocat lui ait si libéralement dispensé ses conseils, il avait toujours chassé, estimant qu'elle était totalement déplacée. Maintenant, c'était comme si Sam lui avait donné la permission d'entraîner Kézé dans son lit et de pratiquer avec elle tout ce qu'il brûlait de faire. Il n'était pourtant pas sûr d'avoir envie de la garder définitivement. D'ailleurs, il aurait fallu en discuter avec elle d'abord. Mais l'ennui, c'est qu'il avait autant envie de discuter que de se pendre quand il repensait à la suavité de sa bouche. Adam souffla Kézé d'une voix languide en se redressant sur les coudes, ce qui fait saillir sa poitrine. « Je crève de chaud. Pourriez-vous me passer la bouteille d'eau ?» Il obtempéra et, au spectacle de Kézé, la tête en arrière, les yeux mi-clos, buvant avidement à la bouteille, il étouffa un gémissement. Lui effleurant la gorge pour essuyer l'eau qui dégoulinait de son menton, il sentit son pouls battre sous ses doigts. La jeune femme entr'ouvrit des yeux profonds où brûlait une ardeur qu'aucune eau ne pouvait éteindre. Sans le quitter des yeux, elle reposa la bouteille, tandis qu'il glissait la main derrière sa nuque pour l'attirer à lui et rapprocher leurs bouches. Il ne voulait pas se ruer sur elle, il désirait prendre son temps, savourer chaque seconde de cette proximité. Quand leurs lèvres se rejoignirent, enfin, il vit les yeux de Kézé se fermer de nouveau, à l'instant précis où leurs bouches se touchaient, et il fut saisi d'un tel désir que sa douceur s'envola aussitôt. Comme les lèvres de la jeune femme s'ouvraient pour laisser passer sa langue, il pénétra au plus profond et la fit gémir, tandis qu'elle se débattait pour se redresser et l'étreindre avec fureur. Toute la convoitise d'Adam s'était polarisée à l'épicentre de son corps. Il mit sa main en coupe pour lui saisir un sein et, sentant son corps se cabrer, étouffa ses soupirs dans sa bouche. Tandis que Kézé l'enlaçait, il glissa une main sous son t-shirt pour lui caresser le dos, brûlant du désir de lui arracher jusqu'à son dernier vêtement et de lui faire l'amour sur place. Mais quelque part dans un coin reculé de son cerveau, il se souvenait qu'ils étaient dans un lieu public. S'il pouvait réussir à s'arracher à sa bouche, peut-être parviendrait-il à la persuader d'aller continuer cela en privé. Quand il parvint à s'écarter d'elle, la protestation qu'elle émit lui ôta ses derniers scrupules. « Rentrons à la maison », lança-t-il d'une voix rauque.